S'agissant de la question sur la dissolution, alors vous avez probablement fait référence aux propos du président de la République lorsqu'il était à l'extérieur du pays, à Londres. Moi, j'ai le privilège, de par ma fonction, de ne pas avoir besoin d'attendre qu'il soit à l'extérieur pour parler de certains sujets. Merci. Alors, je vais peut-être commencer par l'état de la coalition. Ici, je suis présidente de l'Assemblée nationale et donc, dans mon travail, dans cette fonction de président de l'Assemblée nationale, on a la charge d'interagir, d'encadrer 500 députés. Les 500 députés, il y en a 337 qui sont du FCC, Front commun pour le Congo, 48 qui sont de la coalition Cash-UNC et plus d'une centaine qui sont de la plateforme politique de l'opposition, la MOUCA, où on retrouve MSR, le MLC et le parti cher à Moïse Katumbi. Et donc c'est important d'abord de préciser ça, l'Assemblée nationale, c'est un lieu où se retrouvent toutes les sensibilités. Et donc, la coalition Cash-FCC ne peut pas se substituer dans son fonctionnement aux aspirations diverses et variées, fût-elles minoritaires, qui ont été exprimées par le citoyen, l'électeur congolais. Et cette mise en garde ou cette introduction est importante parce qu'il faut éviter des propos partisans lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale. Cela étant, j'appartiens à la coalition, comme vous dites, Cash-FCC. Au sein du FCC, j'ai été désigné par mon parti, le PPRD. Et donc, par rapport à l'état de la coalition, je crois que c'est important de dire que tout partenariat politique est un exercice délicat et difficile. Ça peut ressembler à un mariage. Et dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Vous savez aussi que la coalition Cash-FCC est régie par un accord où chacun des partenaires a un espace de mouvement, d'action, d'interaction avec l'autre partenaire et que cet accord sous-tend l'évolution institutionnelle que nous observons à différents degrés au sein de la République. Alors, je peux affirmer que en qualité de présidente de l'Assemblée nationale, et si je regarde au travers de mon institution ce qui a été fait par cette coalition, je pense qu'on ne peut pas désespérer. On ne peut pas désespérer. Les démarrages ont été un peu difficiles pour mettre en place les institutions, mais cela étant, nous avons approuvé un programme du gouvernement au mois d'août avec plus de 300 et quelques voix, donc qui confirme la solidité, s'il fallait en douter, de cette coalition. Nous sommes arrivés à l'approbation du budget 2020. Nous avons obtenu comme coalition 419 voix. Il ne vous a pas échappé que 419 voix, c'est supérieur aux 395 et quelques membres, députés que nous avons au FCC. C'est pour dire que sur la vision, le projet que nous voulons partager avec les citoyens de la République démocratique du Congo qui nous ont élus, nous avons obtenu un consensus même avec une partie de l'opposition. Et donc c'est au-delà de notre capacité de majorité parlementaire si on regarde sous l'angle numérique. Alors je crois que ça, c'est déjà deux témoignages de la robustesse de notre coalition lorsqu'on se concentre sur des sujets qui privilégient avant tout, par-dessus tout, l'intérêt du peuple congolais. Alors je pense aussi que le peuple congolais s'est exprimé. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont voté un président de la République issu de l'ancienne opposition, mais que ce même peuple congolais n'a pas donné la majorité parlementaire à ce président de la République. Il a donné la majorité parlementaire au FCC majoritairement parce que je crois que le Congo est un pays de consensus. Le Congo est un pays d'équilibrisme avec 400 tribus, 4 langues. Les Congolais sont très soucieux
du respect de la diversité et de la sensibilité des uns et des autres. Et c'est ça le message de ce vote où finalement nous avons un président de la République avec un petit nombre de députés, 48, et puis une majorité parlementaire qui lui est apportée par le président honoraire au travers du PPRD et de tous les autres partis qui constituent le FCC. Et donc ce message, ce n'est pas nous qui l'imposons. Nous sommes guidés par le doigt de l'électeur qui a dit « Je veux bien d'un changement démocratique en République démocratique du Congo, mais je veux mettre des garde-fous. Pas trop de pouvoir d'un côté ou de l'autre. Je les oblige à se marier ensemble parce que ça aura un effet d'équilibrisme. » Et donc, voilà, je crois, le sens de cette coalition. En tout cas, l'Assemblée nationale et moi-même, de tout temps, les coalitions n'ont jamais été faciles, que ce soit en République démocratique du Congo ou ailleurs. Les coalitions sont toujours des exercices très périlleux, mais je crois qu'il faut sauvegarder l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'intérêt du peuple congolais et non des querelles individualistes, égoïstes, politiciennes ou de positionnement. S'agissant de la question sur la dissolution, alors, vous avez probablement fait référence aux propos du président de la République lorsqu'il était à l'extérieur du pays, à Londres. Moi, j'ai le privilège, de par ma fonction, de ne pas avoir besoin d'attendre qu'il soit à l'extérieur pour parler de certains sujets. Et donc, le 13, lundi 13, nous avons eu, comme le veulent les pratiques institutionnelles en République démocratique du Congo, nous avons eu un long entretien de 2h30 avec le président de la République, le président Félix Tshisekedi. J'étais accompagné de mon collègue du Sénat, le président Tamboué, et nous avons eu pendant 2h30 un très long entretien et nous avons fait un tour d'horizon complet sur les sujets qui sont des points d'alerte, sur les sujets qui peuvent mettre le citoyen congolais mal à l'aise, sur les sujets qui peuvent diviser ou qui ne peuvent pas faciliter la cohésion nationale. Aussi bien la dissolution que les sujets sur les provinces, que l'évaluation de certains textes de loi, que les réformes institutionnelles. Et donc ce fut un entretien vérité. Mais le devoir de responsabilité m'impose de réserver la primeur de cet échange à celui qui nous a fait le privilège de nous recevoir. Mais c'était un entretien franc où chacun a ses convictions, chacun a son identité politique, chacun a aussi son expérience institutionnelle et la met au service de la nation. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie en fait par l'article 165 de la Constitution qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. C'est pour ça d'ailleurs que le droit prévoit qu'il y ait une spécialité, et nous avons ici en RDC des grands professeurs de droit constitutionnel. Je leur laisse parler de la Constitution mieux que moi, qui en toute humilité ai reçu ce texte avec les 80 millions de Congolais. J'y souscris, j'y obéis et je me laisse soumettre par ces textes.
Cependant, pour ma part, je trouve aussi quand même que le débat actuellement peut poser question. Le débat peut sembler aussi indécent. Nous avons, nous, la chance, de par notre métier passé, quand nous luttions auprès des femmes du monde rural contre les sévices des guerres qui emmènent des problèmes de violence et particulièrement de violence sexuelle, j'étais amenée à traverser tout le Congo. Et aujourd'hui encore, nous essayons, malgré nos fonctions, de rester sur terrain. Et donc, je trouve quand même ce débat un peu indécent, ou c'est un débat peut-être accessoire et mineur par rapport à ce que moi j'appelle la douleur sociale que vivent nos frères et sœurs. Je parle bien de nos frères et sœurs, parce que si on nous retire nos titres, nous sommes tous des compatriotes. Et à l'urgence donc de répondre à ces difficultés profondes. Je pense que nos querelles politiques internes, intestines, stériles, elles doivent quand même un peu s'effacer devant l'essentiel. Et l'essentiel pour moi aujourd'hui, de ce que me disent les Congolais, de ce que vous nous dites au travers des médias et de la presse que vous nous rapportez, ce que disent les Congolais, c'est qu'ils ont mal par rapport à Béni, par rapport à la situation au danger de balkanisation du Congo, par rapport à l'incertitude, la violence, la faim, l'insécurité dans laquelle vivent non seulement les civils à Béni, mais aussi notre armée qui fait un travail extraordinaire. Et cette armée ne fait pas ce travail extraordinaire que depuis maintenant. Ça fait 18 ans que nous avons le plus gros de nos troupes installées dans le nord du Congo et ici particulièrement à Béni. Quand on a 21 000 militaires à Béni qui vivent dans des conditions difficiles, quand leurs épouses viennent nous voir pour parler de la difficulté de la paye, de la difficulté en attribution ou allocation de vivres, on se sent vraiment très petit par rapport à des discussions un peu d'intellectuels sur la dissolution, la constitution, etc. Quand je vois aussi que nous sommes passés d'un taux de change de 1600 francs congolais il y a un an à 1750 francs congolais aujourd'hui, je pense que celui qui n'a pas la possibilité d'un emploi stable, il est frappé en direct dans son portefeuille. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, nous interpeller. Et je pense, et j'espère, que le gouvernement y travaille. Je pense aussi que quand on voit nos enfants, nos jeunes gens, devenir des inciviques, rendus violents, parce qu'il y a des difficultés à payer le minerval universitaire, je crois que ça, on a vu les images, ça doit nous interpeller. Ça doit nous troubler, ça doit nous empêcher de dormir. À Kinshasa, ou là où nous sommes, portant le nom de citoyens congolais. Et donc moi, je pense que ça, c'est plus important que des discussions un peu entre spécialistes sur la dissolution, la destitution, etc. Les Congolais ne nous ont pas choisis pour ça. Ils nous ont choisis d'abord pour mettre de l'ordre, de l'unité, de la cohésion, mais surtout apporter des réponses à leur quotidien qui reste difficile. Le Congolais vit avec moins de 450 ou 480 $ par tête d'habitant par an. Je crois que notre ambition, celle du président de la République, la mienne et le Premier ministre, est de battre cette mauvaise réputation de pauvreté des Congolais. Et donc ça nous demande un haut sens de responsabilité, un haut sens d'humilité pour répondre à ce que moi j'appelle être des urgences sociales. Et donc entre un débat sur la Constitution, les phrases de la Constitution, le beau français de la Constitution, et la difficulté de quelqu'un qui à Lemba a connu des pluies et n'habite plus dans sa maison, ou a connu des pluies et a vu des personnes dans sa famille mourir et ne peut pas l'enterrer depuis 1 mois et demi, je pense que ça me trouble plus, comme présidente de l'Assemblée nationale peut-être, mais avant tout comme citoyenne congolaise et comme maman congolaise. Ça me semble important. Alors enfin, sur la corruption, je crois que vous l'avez dit, vous enfoncez une porte ouverte. Le président de la République a beaucoup parlé de lutter contre la corruption. Il a donné le ton. Nous-mêmes à l'Assemblée nationale, nous y sommes particulièrement attentifs. Il ne vous a pas échappé non plus que nous avons eu des sessions très pleines en termes d'installation des institutions et des outils qui permettent de gouverner. Le budget qui a pris un temps quand même important. Et donc, nous n'avons pas pu faire
donner toute la place, l'espace que nous souhaitions au contrôle parlementaire. Mais le contrôle parlementaire, c'est justement une façon de voir comment nous exécutons, nous respectons les textes par rapport à la gestion des biens et des deniers publics. Et donc je crois que nous avons déjà dans notre tiroir beaucoup de demandes de nos vaillants députés en matière de contrôle parlementaire pour se rassurer que les principes de bonne gouvernance sont respectés à tous les niveaux. Et je crois que vous verrez à la session de mars que nous allons aller un peu plus loin dans ce sujet-là. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.